Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu as un doute sur l'état de ta fatigue, si tu te demandes est-ce que tu es en burn-in ou juste en fatigue passagère ou peut-être que tu es en burn-out et que ça fait déjà un moment que tu aurais dû être arrêté, bref, dans tous les cas, fais le test CBI. C'est 19 questions autour de l'épuisement physique, psychologique et la qualité de tes relations sociales et tu auras une idée de ton épuisement, mais en plus, en fonction de ton résultat, je t'envoie par mail des conseils et des exercices adaptés à mettre en place pour commencer à remonter la pente. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Coucou la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode très particulier parce qu'on est nombreux et parce qu'on a 2 mecs avec nous, ce qui est une première dans le Café des Burnies. On va pouvoir parler de burn-out et d'épuisement, mais avec un point de vue masculin, mais pas que. Et il y aura finalement plein de sujets traités dans cet épisode, donc j'espère que ça va bien se passer. Comment vous allez ? On va faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter, nous raconter un petit peu son parcours. Donc on va commencer par Yann, si t'es ok, avec toutes tes guitares derrière, ça fait plaisir. Bien sûr. Hello tout le monde, merci pour l'invitation Sarah. Plaisir. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de guitare, on va plutôt parler habitude. J'ai regardé vraiment quels ont été les gros changements dans ma vie. Et en fait, j'ai remarqué que ça s'était pas fait du jour au lendemain, c'était plutôt plein de choses qui s'étaient accumulées sur le long terme et qui avaient eu des résultats positifs. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à me passionner sur tout ce qui touche aux habitudes globalement, neurosciences, etc. Et voilà, aujourd'hui, j'accompagne les personnes justement à développer leur aptitude aux bonnes habitudes. Donc, des petits changements quotidiennement pour avoir des grands résultats sur le long terme. D'ailleurs, on va en parler de cet effet cumulé justement. Et du coup, on a Mylène aussi qui est avec nous. Merci Sarah pour ton invitation. Alors, je suis Mylène, coach en rangement minimaliste. Et moi, ce qui m'a amenée vers le minimalisme, c'est cette sensation d'avoir trop de choses chez moi, trop de choses à faire, trop en permanence, trop d'infos, trop de tout. Et j'ai découvert le minimalisme grâce à une émission sur une plateforme. Et puis, j'ai commencé à mettre en application certaines choses, à enlever des choses chez moi. Et j'ai découvert que ça apportait tellement de bien-être que je me suis dit que j'avais envie d'en faire profiter un maximum de personnes et de promouvoir le minimalisme. Et en ce qui me concerne, j'accompagne les personnes à désencombrer, à trier un maximum chez elles pour retrouver de la sérénité dans leur foyer, dans leur doux cocon. Très bien imagé, merci beaucoup. Et aussi, on a Sophie. Sophie de Hello. Organisation décomplexée. C'est ça. Donc encore merci pour ton invitation Sarah. Donc moi c'est Sophie, donc j'accompagne les salariés qui sont débordés, fatigués à retrouver efficacité et sérénité dans leur quotidien par une organisation qui les respecte, qui respecte leur personnalité. Et pourquoi je me suis embarquée dans la productivité décomplexée, c'est que mes premières expériences c'était un peu cata, et donc je me suis tournée vers l'organisation pour m'en sortir. Sauf que je me suis confrontée à des discours hyper culpabilisants, faire plus, toujours plus, être productif à fond, et c'était pas du tout ça ma vision des choses. Donc aujourd'hui, je remets l'humain au cœur de la productivité. Je pense qu'il est possible d'être efficace et zen à la fois. Et on termine par Manuel, qui a une thématique bien particulière, très très ciblée, très très spécifique. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Manuel Carouet et je suis consultant et formateur en productivité et j'aime bien également me définir comme influenceur sieste. Donc pourquoi la sieste ? Parce que la sieste finalement c'est un symbole de notre productivité. Parce que quand on cherche à être productif, on cherche toujours à en faire plus et encore plus. Et par contre on a beaucoup de mal à en faire moins. Et la sieste en fait, comme je disais, c'est un symbole parce que si on n'a pas le temps, et c'est souvent le cas, si on n'a pas le temps de faire 20 minutes dans une sieste,
Pour moi, c'est l'exemple qu'on est mal organisé en fait. Si on n'a pas 20 minutes pour soi dans une journée de 24 heures, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc l'idée, voilà, c'est d'apprendre à en faire pas forcément toujours plus, mais plutôt d'en faire moins et sans culpabiliser, ce qui est souvent très compliqué. C'est un peu, j'ai l'impression, la devise de notre siècle ou de notre génération, c'est d'en faire toujours moins, mais mieux. Avant d'attaquer vos sujets, je voulais savoir quelle était votre définition à vous du burn-out. Pour moi, le burn-out, c'est un état de fatigue physique, mentale et émotionnelle. Et c'est un stress qui est ressenti en permanence. Et c'est quelque chose qui est extrêmement agressif et violent, je trouve, pour l'avoir vécu une fois dans ma vie. En fait, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais vécu un burn-out, mais sur les mois qui se sont écoulés, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est avec le recul, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai complètement, un jour au boulot, j'ai pété un plomb. J'y arrivais plus. Et je me suis dit, faut que je change de boîte, faut que je quitte mon boulot parce que j'étais dans un état de dégoût et d'écœurement permanent. Et que mes collègues, normalement, j'adorais, dès que je les voyais, c'était pour moi une source de stress, alors que c'était des personnes super sympas. Et j'ai quitté mon boulot et j'ai fait une reconversion professionnelle. Et quand j'ai fait cette reconversion professionnelle, je cochais tout ce qui était je veux plus de responsabilité, je veux plus avoir à réfléchir, je veux plus faire ci, je veux plus faire ça. Et c'est seulement quelques années après, en regardant mon parcours, que je me suis rendu compte, mais en fait c'était pas la boîte qui allait pas, c'était pas forcément le boulot, même si c'était pas ce que je préférais, mais c'était pas ça le problème. C'est que quand t'es à ton bureau et que tu te dis putain, si je vais faire pipi, ça va me prendre trop de temps. Là, il y a un problème, tu vois. On est très loin des 20 minutes de sieste, là. Ah ouais, là, on en est. Et c'est seulement bien plus tard, et grâce au minimalisme aussi, en faisant une petite rétrospective sur ma vie, que je me suis rendu compte que j'avais rencontré le super burn-out. Et c'était juste ignoble comme situation. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en sortir, pour dire qu'aujourd'hui, ça va, c'est bien, ça roule bien? J'ai enlevé tout ce qui était... déjà, rien que le fait d'avoir désencombré la maison, rien que ça, et d'avoir un endroit où je pouvais venir me ressourcer, qui était, lui non plus, pas une source de stress. Parce qu'à un moment donné, la maison, il y avait trop de tout. Et pourtant, j'ai un mari où il y a un vrai 50-50. Je peux absolument pas me plaindre. J'ai pas d'enfant, donc c'était pas Marie-Jennifer et Jean-Kévin qui n'existaient pas, qui fichaient le bordel non plus. C'était pas le mari non plus. Et là, en enlevant les choses autour de moi, petit à petit, l'environnement est devenu vraiment une source de confort et de bien-être où je pouvais me ressourcer. C'est grâce à ça que je me suis rendu compte que j'avais fait un burn-out quelques années auparavant. De toute façon, c'est très rare de se dire « Ah, là, je fais un burn-out ». Généralement, ça reste assez le déni, ça reste très, très insidieux. Tu t'en rends compte parce qu'un médecin te le dit ou parce que ton manager il dit « Là, ça va plus, rentre chez toi ». Ou... C'est toujours quelqu'un de l'extérieur qui va venir alerter que ta façon d'être et ta façon de faire, elle est bizarre, et que c'est pas comme d'habitude et qu'il y a un souci. Je pense que c'est parce qu'on finit par s'oublier complètement qu'on ne s'en rend pas compte. Puisqu'on est toujours en train de faire des choses en permanence. On lève pas le nez du guidon et on ne se rend pas compte de son état et on s'oublie. Merci beaucoup pour ton partage. Donc sinon, oui, je voulais dire à Yann, peut-être que toi, tu as une définition différente, ou juste me donner du coup la première définition de burn-out d'un point de vue masculin. Je l'attends avec impatience, sans trop mettre la pression. Non, t'inquiète. Bon, alors déjà, moi, j'ai la chance de n'avoir pas vécu ça, en tout cas, pas à ma connaissance. Par contre, j'ai pu voir d'autres personnes dans mon entourage le vivre, ou j'ai pu discuter avec d'autres personnes qui ont malheureusement vécu ça. Et pour moi, je dirais que c'est en fait, dès le moment où on commence à en avoir trop dans son assiette et qu'on le remarque même pas, puis on commence à être débordé dans tous les côtés et du coup il y a une perte de
ce que je peux voir un peu, il y a un peu comme une perte de sens. Mais comme tu l'as dit, Mylène, enfin que ce soit, il commence à avoir des défaillances en termes physiques, émotionnels et mentales. Je vois avec les personnes, enfin voilà, elles oubliaient constamment les choses. C'était des pics. Enfin, on pourrait dire qu'elles étaient presque bipolaires tellement ça partait dans tous les sens émotionnellement. Physiquement, ils commencent à avoir des maux de dos ou des blocages, etc. Et en fait, il a fallu justement que ça ait un certain point pour qu'il puisse plus travailler, que ce soit quelqu'un que je connaisse, lui c'était physique, hein, il s'était complètement bloqué le dos, donc il pouvait plus, il a dû rester couché plusieurs mois. Et tous, au final, ça s'est avéré que c'était un burn-out. Donc voilà, je pense d'après ce que j'ai pu vivre, pas personnellement, mais par rapport à mon entourage, il y a différentes manières dont le burn-out s'extériorise. Dans tous les cas, ça touche quand même ces trois sphères émotionnelles, physiques et mentales. Mais certains vont avoir, entre guillemets, un arrêt forcé à cause du physique, d'autres à cause du mental, etc. Ouais. Et ce qui est triste là-dedans, c'est qu'en fait, pour moi, c'est le burn-out. On voit ça toujours du côté professionnel, mais ça affecte en fait toutes les sphères de sa vie. Et c'est pas que le travail qui en pâtit, c'est la famille, les enfants, les amis. Et voilà. Et que c'est quelque chose qui est, en tout cas, habitant en Suisse, qui est c'est pas encore super bien. C'est pas facile d'en parler. Et les gens ont presque honte de dire qu'ils font un burn-out, de peur de passer un peu pour quelqu'un qui sait pas se gérer ou qui se plaint ou voilà. Donc c'est quelque chose qui est très difficile d'extérioriser et d'assumer, je dirais. Non, c'est clair, parce que d'un côté effectivement, quand Mylène, elle parlait plutôt de charge mentale, je dirais, d'être dépassé par le quotidien, ça c'est un des signes, mais effectivement quand tu ne l'entends pas et que tu continues à te suradapter, à un moment donné le corps il dit moi j'arrête de fonctionner, quoi, c'est tout, j'arrête de faire ce que j'ai à faire, et c'est là où commencent les blocages, les paralysies provisoires et autres. Et je sais pas si la Suisse elle est plus taboue que la France, mais sincèrement même en France c'est pas encore super accepté. C'est-à-dire que en France, il y a certains médecins qui sont sensibles à la question. On parle du burn-out comme étant un syndrome d'épuisement lié au travail et uniquement au travail, alors que comme tu l'as dit, ça peut très bien être parental, ça peut très bien être étudiant, familial, et puis c'est pas qu'une surcharge de boulot. Donc c'est mieux qu'il y a 10 ans, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup à faire, et ce podcast il est là justement pour ça, pour dire que non, ça n'a rien à voir avec ta capacité à gérer la pression ou non, quoi. Sophie. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du burn-out? Oui. Moi, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit, les définitions. Moi, il y a aussi une petite nuance que j'apporterai, en tout cas, comme moi je l'ai vécu. C'est un déséquilibre entre les attentes, donc soit des autres, soit des attentes que l'on a envers nous-mêmes, et les résultats que l'on voit, la perspective des résultats, qui peut expliquer aussi ce stress, la pression qu'on a, etc. Moi, je sais que, et c'est comme un peu Mylène, je l'ai su a posteriori, mais je pense avoir fait un burn-out dans le sens où, en fait, quand je rentrais chez moi, j'étais stressée, irritée, je m'engueulais tout le temps avec mon copain d'époque. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Yann, c'est lui qui m'a dit non mais excuse-moi, je te pousse, enfin j'exagère, mais je te dis un petit truc, c'est bon, c'est parti en larmes, ou alors tu me cries dessus. Enfin, il y a un truc qui va pas, la fameuse boule au ventre quand on va au travail, etc. Et donc il y a aussi ça on se met la pression, on nous met la pression. Et par rapport à ce qu'on pense arriver à faire, c'est difficile, et comme le disait, enfin comme on dit un peu que c'est tabou, qu'il fallait pas le montrer, moi au travail je le sentais pas tant que ça. Par contre c'est vraiment quand je revenais chez moi, peut-être que je m'autorisais à extérioriser un petit peu, ou du coup ça partait soit en larmes, soit en clash, et du coup c'était en effet plutôt mon conjoint qui s'en prenait plein la tête que mes collègues ou au travail où finalement ça se voyait pas trop, quoi. C'est pour ça qu'on dit que ça n'existe pas, ça, un burn-out professionnel, dans le sens où on n'est pas des robots. Enfin, tu rentres chez toi, c'est pas possible de cloisonner autant. Donc ça finit par contaminer les différentes sphères de la vie. Et en gros, c'était une question d'enjeu. C'est qu'au boulot, tu peux pas, tu te dis, attends, si j'explose au travail, je vais me faire virer. Mon copain, lui, si je l'engueule, ça va passer. Donc le cerveau, il se dit, ça c'est un sas, tu peux te défouler, et en fait, pendant tes 8 heures de travail, tu étais en contrôle, en surcontrôle.
Burnout, un petit peu comme tout le monde ici, hein, moi je l'ai vécu également, j'en ai souffert. Quelque chose d'important à préciser également, c'est que le burn-out, c'est pas quelque chose dont on se remet après une semaine de vacances en fait. On pense que c'est pas la mort, il suffit de se reposer quelques jours, et vas-y, tu vas partir en vacances 15 jours, tu vois, quand tu vas revenir, ça ira mieux. Généralement, ça demande des mois, voire même des années de repos, et puis il y a toujours des séquelles, entre guillemets. Ça peut être perte de confiance en soi, de la dépression, on peut le fameux syndrome de l'imposteur, où on doute de tout ce qu'on fait. Donc le burn-out, c'est pas juste à un instant T, c'est quelque chose qui peut nous accompagner, enfin, on peut y avoir des séquelles dans le temps, et c'est important de le préciser. Et puis ça joue effectivement avec ce qu'on disait en introduction, tu sais, quand on rappelait qu'à une époque, il fallait faire toujours plus, et c'était valorisé en fait, c'est parce qu'on avait appris à lier notre valeur en tant qu'individu à notre productivité. C'est une fierté de dire je suis débordé, ça veut dire que tu es occupé, tu fais plein de choses, c'est bien, c'est génial. Et à l'inverse, dire que tu as des moments de faiblesse, que t'es pas bien, que faut pas le montrer. Et c'est encore plus vrai avec les réseaux sociaux où tout est formidable. Faut pas dire que ça va mal, faut pas dire qu'on est en stress. Et du coup, il y a toujours une façade en plus. C'est comme si on se mentait à soi-même. Donc on se ment à soi-même et on ment aux autres. Et il faut toujours dire tout va bien, je gère. Regarde, je suis sur 4 projets à la fois, mais je gère parce que, t'as vu un peu, je suis une bête. Et par contre, je vais pas te dire que quand je rentre le soir, je suis stressé, que j'ai une boule au ventre le matin quand je vais au boulot. Donc il y a un côté qui est, c'est très personnel, c'est notre façon de gérer les choses. Puis il y a une petite part aussi de la façon dont la société fonctionne, qui nous encourage à toujours faire plus. Et c'est peut-être pour ça aussi que le burn-out est tabou, c'est parce que c'est finalement un défaut de fonctionnement de la société qu'on refuse collectivement de s'avouer en fait. Non, mais t'as pas le choix, enfin t'as pas le droit ou t'as pas le choix, je sais pas, faudrait détailler, mais c'est clair que dire que je ne m'en sors pas, c'est très mal vu, c'est limite inconcevable pour certaines personnes, et c'est pour ça qu'elles se suradaptent, qu'ils se suradaptent, parce que ça se fait pas de dire que je n'y arrive pas. Et ça vient pas de nulle part, ça nous tombe pas dessus, c'est forcément un code social. Mais ça me rappelle, c'est le fait de dire ces tendances, limite de dire que je suis overbookée. C'est tous ces parents qui mettent leurs gamins dans 15 000 activités parce qu'ils doivent tout le temps être stimulés. Ben, c'est un peu ce délire-là. Donc cet enfant qui a été tout le temps stimulé, une fois adulte, il se voit pas faire une sieste de 20 minutes par jour. Il dit mais c'est pas possible, je dois faire des trucs. Et bim. Et puis il y a un côté vice là, où on dit j'ai pas le temps, enfin je suis débordé, j'ai trop de travail. La solution, je vais travailler encore plus. Comme ça va aller, tu vois, ça va s'arranger. C'est que on a un problème de trop de travail. Notre solution, c'est de travailler encore plus pour compenser, tu vois. Donc, à un moment, c'est un cercle vicieux qui se met en place. C'est la folie, n'est-ce pas, de refaire toujours la même chose. On sent que ça va s'améliorer. Ah là là. Mais du coup, voilà, on parle d'en faire moins, mais d'en faire mieux, enfin de faire mieux plutôt. Et là, je vais me retourner vers Yann pour nous parler un peu de l'effet cumulé, pour nous dire une petite définition. Qu'est-ce que c'est que l'effet cumulé ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent, quand on est jeune, il faut épargner, mettre l'argent de côté. Il y a l'intérêt qu'opposé, c'est-à-dire que tu mets de l'argent qui va fructifier, etc. Mais on parle jamais de ça sous format personnel, c'est-à-dire en fait des petits changements qu'on fait au quotidien ont un impact puissant sur le futur, sur rien qu'une année après. Il y a un petit calcul qui est assez intéressant à faire. C'est si on prend sur une base de 1, ça veut dire que notre vie actuelle est égale à 1 puissance 365 pour faire une année, on restera à 1, tandis que si on fait 1%, on s'améliore d'1% chaque jour, ça fait 1,01 puissance 365, et là on sera 38 fois meilleur à la fin de l'année. Enfin, on voit que la courbe est exponentielle, et c'est comme avec l'argent qu'on place et qu'on fait fructifier à un certain taux. C'est la même chose pour ça. Et le problème aujourd'hui, je pense, c'est que on n'a pas vraiment conscience de ça, et surtout, en fait, on nous bombarde de messages de réussite du jour au lendemain, ou devenir riche en 30 jours, ayez votre cours de rêve en 15 jours. Et du coup, on pense qu'il faut avoir des changements drastiques du jour au lendemain, et que si on fait quelque chose et qu'après une semaine on n'a pas de résultat, ça sert à rien. En fait, c'est tout l'inverse, parce que c'est justement ces petits, c'est en répétant les choses quotidiennement, tous les jours, même si c'est tout petit en fait, qu'une année après on se retourne, et là on remarque réellement l'impact que ça peut avoir sur notre vie et sur toutes les sphères de notre vie.
Tandis qu'avoir des changements drastiques du jour au lendemain, personne n'arrive à les tenir. Et du coup, ça crée en fait aussi de la frustration et du coup, on idéalise encore plus ceux qui réussissent parce qu'on a l'impression que eux, ils ont réussi ça du jour au lendemain. Mais en fait, si on analyse la plupart des succès des gens dans ce monde, bah, ils l'ont pas fait du jour au lendemain en faisant un grand changement. C'est justement en faisant des petits changements. Donc, cet effet cumulé en fait sur le long terme. Et bien évidemment, en fait, on peut imaginer ça aussi avec un iceberg. Nous, on voit que la pointe de l'iceberg quand on voit le succès de quelqu'un, mais il y a tout son fondement. En fait, le 80% de sa réussite est dû à tout ce qui est immergé sous l'eau, donc toutes les choses qu'on ne voit pas. De moi, le fait en fait de réapprendre à accepter de commencer petit, et l'avantage aussi de commencer petit, c'est que justement, on peut l'incorporer dans une vie relativement chargée. Sans pour autant ça bouleverse tout son quotidien et qu'on doit tout remoduler. Et voilà, c'est comprendre que un petit changement qui, même si dans une semaine il n'y a pas de résultat notable, c'est pas grave parce qu'on vise pas, on n'est pas là pour avoir des changements drastiques en une semaine. On est là pour avoir une vie saine sur le long terme, que ce soit de manière pro, privée, etc. Ça ne change rien en fait. Donc on peut vraiment avoir des petites habitudes à implémenter quotidiennement, qui auront un effet bénéfique sur le long terme. Des fois, je me dis, c'est des choses qu'on fait naturellement, mais on va pas s'en rendre compte. Tu vois, par exemple, apprendre à écrire, je pense que ça a duré plusieurs années pour qu'on ait un beau tracé qui soit compréhensible. Je te parle même pas de grammaire, conjugaison, mais vraiment le tracé, l'écriture en soi. Mais comme tout, en fait, je pense en fait, c'est intéressant. Là, on voit les guitares qui sont derrière moi. Et pour moi, c'est un exemple qui est concret parce que quand on demande à un enfant de commencer la guitare, souvent, en fait, j'ai l'impression qu'enfant, on est naturellement plus... On n'a pas peut-être la notion du temps, en tout cas, on est plus persévérant et souvent... on n'a pas la notion de jugement, on répète les choses jour après jour jusqu'à arriver à jouer de la guitare. T'as pas de pression, quoi. Exactement, ouais. Voilà. On n'a pas de pression. Et je vois tous les amis qui sont déjà adultes depuis bien des années, lorsqu'ils veulent commencer la guitare, ils essaient 2 jours, puis ça m'emmerde, j'arrive pas, ça fait mal, ça sonne pas. Je dis mais c'est normal, ça prend du temps. Et au lieu d'essayer de faire 1 heure par mois, fais 5 minutes par jour, et tu verras qu'en 6 mois, tu pourras faire déjà des choses incroyables. Mais non, en fait, il y a à chaque fois cette pression. Ah non, il faut absolument que ça fonctionne tout de suite, il faut que ça réussisse tout de suite, etc. Et on n'accepte pas en fait d'y aller progressivement. Il faut qu'on puisse avoir c'est surtout ça en fait, c'est la gratification instantanée. C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux comme TikTok sont si addictifs parce que on a des shots de dopamine à outrance, on scroll, chaque fois on voit des nouvelles vidéos, ils sont très forts pour manipuler, pour jouer justement sur ces billets et arriver à nous rendre accros. Malheureusement, c'est plus difficile de nous rendre accros à des choses plus saines comme faire régulièrement du sport, manger plus sainement, faire la sieste, lire. Mais c'est faisable. Il suffit juste en fait de comprendre comment on fonctionne et puis entre guillemets de s'auto-récompenser, de se trouver en fait des manières de nous-mêmes en fait avoir ce shot de dopamine que par exemple les réseaux sociaux nous offrent. Donc c'est ça. Finalement, l'effet cumulé. Bon, déjà, il fonctionne parce qu'il est cumulé. Un truc, si tu le fais pendant 6 mois, 1 an, forcément, à un moment, tu vas devenir pas expert, mais tu vas t'améliorer. Il y aura de l'amélioration, qu'on le veuille ou non, à condition de le faire régulièrement. Mais pour tenir le fameux régulièrement, faut se trouver son propre shoot. Ses propres récompenses. Et du coup, Mylène, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce concept d'effet cumulé pour avoir une vie minimaliste, mais sans faire peur aux gens, hein. Je dis pas que du jour au lendemain, on aura un lit, un bureau, 3 verres. Mais comment est-ce que je peux me désencombrer ma maison pour que ça ait un impact positif sur moi, tout en gardant cette notion de petites choses tous les jours. Alors, juste pour rassurer les gens au sujet du minimalisme, déjà, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Chacun a son minimalisme. On peut ne plus rien avoir chez soi, être très épuré, et on peut faire aussi différemment, parce qu'on est tous uniques. Donc ça, déjà, voilà, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et après, c'est utiliser ce que vient de dire Yann avec l'effet cumulé, et l'énorme avantage avec le désencombrement, c'est que vous n'êtes pas obligé de vouloir passer tout un week-end
8 heures par jour dans le week-end à vouloir désencombrer. On peut faire 5 minutes par jour. On peut commencer, par exemple, on va choisir une pièce. Et cette pièce, on lui met même pas forcément une deadline, mais tous les jours, pendant 5 minutes, on va ouvrir, par exemple, sa trousse à maquillage, on va enlever ce qu'on n'utilise pas, on va ouvrir son tiroir, puis on va prendre 2-3 objets qu'on n'utilise pas ou qui nous agacent, qui nous énervent au quotidien. Et tous les jours, on va enlever, et même si c'est qu'une petite chose, une seule et unique chose. Et une chose, ça peut être un crayon, un élastique. Les gens, souvent, ils se disent « Oh là là, ça va être des objets compliqués à choisir. » Non, les choses qui vous sautent aux yeux déjà et qui vous agacent, prenez-les et puis mettez-les à la poubelle. Même si c'est que un par jour, ça paraît bête, mais sur 365 jours, dans une salle de bain, et si c'est la salle de bain, bah, ça vous dure des semaines, mais c'est pas grave. Vous mettez pas de complexe, allez-y tranquille. Quand vous voyez la chose qui vous agace, vous l'enlevez et voilà. Et l'énorme avantage du minimalisme, c'est qu'on n'a pas besoin d'être riche pour le faire. On va juste se concentrer sur garder le meilleur pour soi et ce qui nous va bien au quotidien. Et ce qui va bien à Sarah est très différent de ce qui va à Yann ou à Sophie ou à Manuel. Et faites-le et juste un petit peu tous les jours et ça sera déjà un très grand pas. Votre premier objet désencombré, vous pourrez déjà le fêter, tout simplement. Tout à fait. Ah, je suis complètement d'accord. Moi, je suis un peu, tu sais, j'adore ça. Trier et donner ou jeter. Et par contre, j'ai mon partenaire de vie, lui, je l'appelle l'accumulateur compulsif parce qu'il veut tout garder. Et ben, je l'arnaque comme ça. Tous les jours, ou presque, enfin, en tout cas, régulièrement. Régulièrement, voilà, j'essaie de prendre un truc et je négocie et petit à petit, on arrive à désencombrer, quoi. Je voulais rajouter une chose par rapport à ce que disait Yann tout à l'heure, par rapport à la dopamine. Ce sentiment de satisfaction qu'on a quand on fait quelque chose. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est que le minimalisme, quand on désencombre, si on le compare à des rapports d'intimité et de partage avec un partenaire ou une partenaire, eh bien, l'effet que l'on ressent est beaucoup plus long et beaucoup plus répété dans le temps et que ça apporte beaucoup plus de satisfaction pour certaines personnes qu'un acte de partage comme ça. Donc voilà, tentez, testez, vérifiez si j'y vais bêtises ou pas. À confirmer ou non. Et du coup, pour revenir à ce milieu professionnel, parce que bon, même si là on est 5 entrepreneurs, dans la vraie vie, la vie, il y a quand même une grande majorité de salariés qui peuvent pas tout faire à leur image. Le bureau, il est là où il a la forme qu'il a, ils n'ont pas non plus une autonomie de fou dessus. Mais Sophie, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander comme, tu sais, pour rester dans faire tous les jours un petit peu et en faire moins, mais faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait simplifier dans notre vie professionnelle salariale? Ouais, alors ce qui est drôle, c'est que quand j'ai préparé un petit peu l'épisode, la première phrase, quand j'avais préparé cette question-là, c'était « faire moins mais mieux ». Et c'est ce qu'on répète depuis le début, donc je suis trop contente que tout le monde partage ça. En fait, c'est ça, c'est vraiment... tout à l'heure, Mylène disait « garder le meilleur pour soi ». Et là, c'est la même chose au niveau des tâches et des sollicitations. C'est revenir à ses objectifs et prioriser. Comme on disait tout à l'heure, il y a la loi du 20-80, c'est-à-dire que voilà, 20% des tâches que l'on fait apportent 80% de valeur. Donc c'est vraiment se concentrer là-dessus, que ce soit ses objectifs pro, perso, et les objectifs qu'on nous assène aussi en tant que salarié. Je pense que c'est la première chose, c'est comme on veut faire moins, faut bien décider ce qu'on veut faire, donc bien prioriser les choses. Ensuite, c'est aussi simplifier le process de travail. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais t'es nouveau dans une entreprise, t'arrives, tu vois les gens faire, donc t'observes, puis tu te dis mais pourquoi ils font comme ça, s'ils faisaient ça comme ci, comme ça serait beaucoup plus simple. Et les gens te disent ouais, enfin non, on a toujours fait comme ça. Et je dis bah ouais, mais en fait non. Donc c'est aussi appliquer ça à soi, dire ok, il y a des choses que je fais, que je peux faire autrement, que je peux simplifier, supprimer des étapes inutiles, automatiser des choses, déléguer, pourquoi pas. Mais c'est vraiment aussi avoir ce recul de ok, j'ai des tâches répétitives, est-ce que vraiment je les optimise au maximum? Est-ce que je fais le minimum du minimum pour arriver à ce qu'on me demande?
Et ensuite, c'est aussi réduire les pertes de temps. On en parlait aussi tout à l'heure avec les réseaux sociaux, mais c'est couper les notifications. Pareil, les gens salariés sont beaucoup sur leur mail, sauf que pour moi, il n'y a pas de mail urgent. Si on t'envoie un mail, c'est que ça peut attendre 1 heure, 2 heures, donc t'as pas à arrêter ce que tu fais pour partir sur ton mail. On sait depuis le temps que les interruptions, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le mal. Donc c'est vraiment les pertes de temps comme ça, c'est vraiment les réduire un minimum, couper les notifications, limiter les réunions. On n'est pas forcément obligé d'être présent physiquement à toutes les réunions. Peut-être que des fois le compte rendu ça suffit, etc. C'est vraiment quelle est ma valeur ajoutée. Privilégier aussi, comme je disais, les communications asynchrones, c'est-à-dire les mails notamment, parce que parfois on n'a pas besoin de chatter quelqu'un ou quelqu'un n'a pas besoin de nous appeler pour avoir la réponse. Il n'y a pas besoin de tout de suite. Lui dire tu m'envoies un mail, je te réponds. Donc c'est reprendre le contrôle. On choisit quand est-ce qu'on répond. Et donc en faisant ça, on fait les choses mieux. On n'est pas interrompu. On fait les bonnes choses au bon moment. On fait les choses le plus simplement possible. Et la dernière chose, et je sais que c'est un problème chez pas mal de monde, c'est aussi de dire non. En faire moins, être minimaliste, c'est aussi ne pas accepter de faire des choses, soit qu'on n'a pas envie, soit qui sont pas nos objectifs. Évidemment, dire non à son patron, c'est parfois c'est pas toujours facile, mais il y a des choses où moi je sais qu'à un moment, justement, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'organisation, c'est que je voulais avoir une vision de ma charge de travail par rapport à mon temps disponible pour éviter le piège dont parlait Manuel tout à l'heure, de dire j'ai 7 jours de charge sur une semaine de 5, du coup je vais faire des heures sup et je vais travailler plus. Non, c'est de dire j'ai 5 jours, j'ai une charge de 7. Qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais pas, qui peut m'aider, etc. Donc c'est aussi être minimaliste, c'est aussi moins en faire, comme on le dit, et donc c'est aussi refuser de faire des choses qui ne vont pas dans le même sens que l'on a envie que ça aille. Merci beaucoup pour tes conseils, Sophie. C'était vraiment complet. Les filles, je vous recommande de réécouter l'épisode pour prendre des notes, parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont très importantes. On pourrait en développer. Chaque idée pourrait être développée dans un épisode en réalité. Et donc, on va finir par Manuel. Je suis salariée, je suis débordée, j'ai déjà du mal à faire mes 7 jours de charge dans mes 5 jours de travail. Comment est-ce que je pourrais faire des siestes? Et pourquoi est-ce que je ferais des siestes d'ailleurs? La sieste, tout d'abord, c'est parce que ça nous permet justement d'être plus efficace. Ça nous permet de faire moins d'erreurs, de prendre des décisions plus rapidement, d'avoir plus d'énergie. On le voit tous en début d'après-midi, en général, on est devant le PC comme ça, devant notre écran, on tombe un petit peu, on pique du nez, on essaye de lutter et on passe généralement, on a toujours un moment où on passe entre environ 1 heure comme ça, on travaille pas, mais en même temps on est là, mais on n'est pas là, on tourne en rond, on se dit tiens, faudrait que je le fasse, mais voilà, et on perd du temps comme ça. Donc on peut perdre l'après-midi entière comme ça, être juste présent, on est là mais on n'est pas là, notre cerveau il est ailleurs. Et faire juste une sieste de 20 minutes, ça permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus affûté, de prendre de meilleures décisions, de faire même moins d'erreurs, des erreurs bêtes qu'on va devoir rattraper peut-être le lendemain, ou quand on revient, on réouvre son dossier, on se dit putain mais pourquoi j'ai écrit ça, c'est complètement bête. Et donc voilà, ça permet d'être beaucoup plus vif et de pas perdre de temps même demain en fait. On croit parfois qu'on gagne du temps aujourd'hui, mais c'est du temps qu'on a perdu demain ou après-demain ou autre. Donc voilà, c'est un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'efficacité qui est considérable. C'est excellent pour notre santé également, parce que ça diminue notre stress, ça diminue les problèmes cardiovasculaires. Enfin bref, le sommeil, généralement, c'est un peu le hack de productivité ultime. Tout le monde cherche des techniques, des ceci. Généralement, le meilleur hack, la meilleure technique de productivité, c'est le sommeil. C'est dormir. Tu peux être organisé au millimètre près, à la minute près dans ta journée. Si t'as pas d'énergie, si t'es pas en forme, ça sert à rien. Donc, déjà, c'est un gain de temps qui est considérable. Comme on disait tout à l'heure, c'est un investissement, comme le disait Yann, c'est un investissement en soi qui est considérable. C'est juste 20 minutes pour gagner des heures et des heures dans sa journée. Et comment faire? La sieste, c'est pas bien sorcier. Généralement, il suffit de s'allonger, de fermer les yeux. Ça fonctionne. Néanmoins, et il y a peut-être une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils pensent que moi, j'arrive pas à m'endormir. Et c'est pas grave en fait, à la limite, si on n'arrive pas à s'endormir tout de suite, parce que encore une fois, pour revenir sur les habitudes, la sieste, c'est une bonne habitude, c'est une habitude qu'on prend. Si on n'a jamais fait de sieste de sa vie, forcément au début ça va être compliqué
de s'endormir tout de suite, mais à force d'en faire un petit peu tous les jours, à la même heure, même endroit, on va réussir à s'endormir de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Donc, c'est une habitude à prendre dans le temps. Et si on n'arrive pas à dormir tout de suite, c'est pas grave. Le simple fait de couper un petit peu du travail, de prendre juste 20 minutes, 30 minutes pour soi, où on ferme les yeux, on pense à rien, ça fait un bien fou. C'est un peu comme une forme de méditation, un moment où on coupe. C'est un peu comme dans les jeux vidéo où on met en pause. C'est un peu ça, c'est un peu une pause qu'on met dans sa vie, dans sa journée, et ça fait beaucoup de bien parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de prendre des pauses comme ça, de ne rien faire. C'est vu de façon très négative. Tu dis non, il faut toujours être occupé, il faut toujours faire quelque chose. Ne rien faire, ça a beaucoup de vertus. Et ça peut être aussi difficile que de faire beaucoup. Et c'est même parfois beaucoup plus difficile parce que justement on culpabilise, on se dit il me reste encore plein de travail, c'est pas possible de ne rien faire pendant 20 minutes. En fait non, c'est encore une fois, c'est ce qui permet, c'est un investissement en temps et en soi. Tu sais, quand on parle de burn-out, les phases du burn-out et comment tu arrives à l'épuisement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le souci de ce stress chronique, c'est qu'en fait, il n'a pas de phase de récupération. Normalement, quand tu bosses beaucoup, voilà, t'as une montée d'adrénaline et tout ça, il faut que ça chute. Il faut qu'à un moment donné, il y ait, que ça baisse et que tu retournes à zéro stress avant de monter une prochaine fois. Sauf que nous, on a une vie qui fait que on est en stress every time, quoi, tout le temps. Et finalement, cette histoire de sieste, et même si on dort pas, juste le fait de couper. Et après, toi, tu dis 20 minutes. Est-ce que je peux quand même couper 10 minutes si j'ai que 10 minutes? Oui, tout à fait. En fait, tu as plusieurs durées de sieste. Ça va tu peux même en faire, même une sieste de 5 minutes. Enfin, tu sais, juste fermer les yeux, t'allonger 5 minutes. Des fois, si t'as pas le temps. Déjà, c'est bien. Enfin, c'est mieux que 0. Tu vois, 1 est toujours mieux que 0. Mais oui, tu peux le faire en 10 minutes. Et encore une fois, avec l'habitude, tu vas pouvoir même t'endormir plus rapidement et plus facilement. Donc, tu peux même faire des siestes un petit peu express de 10 minutes. C'est très bien. 20 minutes, on va dire que c'est une bonne moyenne. 90 minutes idéalement, je dis bien idéalement, parce qu'en fait, quand on dort la nuit, on dort pas d'une traite, on dort pas 8 heures d'une traite, on dort par cycle. Et c'est des cycles de 90 minutes. Donc on va dormir, je crois, 5 ou 6 fois 90 minutes. Et la sieste, c'est pareil en fait, on rentre dans un cycle, et c'est pour ça que quand on se réveille, parfois, on est un petit peu dans le cirage, on a un petit peu cet effet gueule de bois, putain, on est encore plus fatigué que lorsqu'on s'était endormi. C'est parce qu'en fait, on s'est réveillé au milieu d'un cycle. On a interrompu le cycle, et c'est ce qui nous donne ce côté un petit peu pâteux. Et c'est pour ça qu'en général, il faut dormir entre 20 minutes, c'est parce qu'on se réveille juste avant le début du cycle, donc ça va, on n'a pas entamé le cycle, on peut se réveiller en pleine forme, et 90 minutes, c'est à la fin d'un cycle. Donc c'est où tu dors 20 minutes, c'est bien, ou tu dors 90 minutes complètes, donc tu fais un cycle. Par contre, il faut les trouver, les 90 minutes, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, simplement faire des siestes de 20-10 minutes, c'est déjà très très bien. On aura au moins des phases de récupération, et c'est ce dont manque notre corps cruellement. Donc comme je disais, chaque thème ici abordé, franchement, mériterait un épisode à lui seul, mais c'est pas grave, parce qu'en réalité, il y a toute une semaine qui se prépare, pourrait retrouver toutes ces thématiques en plus approfondies, en plus développées, et je vais laisser la parole à Sophie du coup. Oui, merci d'en parler. Donc en effet, je vous ai proposé de participer donc à la semaine de l'efficacité sereine, tout simplement parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a des messages autour de la productivité qui sont pas forcément en accord avec mes valeurs, comme je disais, le fait de faire plus, toujours plus, le fait qu'être débordé c'est bien vu, etc. Tout ce qui pourrait nous pousser au burn-out, qui est le sujet de cet épisode. Et donc moi tout simplement j'ai voulu réunir des personnes avec les mêmes valeurs que moi, les mêmes messages que moi, pour diffuser, la bonne parole. Alors, voilà, mais vous m'avez comprise, pour en tout cas diffuser un message beaucoup plus bienveillant que celui qu'on entend. Donc en gros pendant 4 jours, on a 2 conférences par jour de la part d'intervenants dont vous faites partie. Encore merci de m'avoir suivi dans cette aventure, pour donner un petit peu des conseils, le même type de conseils qu'on a donné en plus détaillé, pour augmenter son efficacité, mais tout en restant serein. Donc vraiment, comme on disait, faire moins mais mieux, se respecter son rythme, et être efficace. Comme on l'a dit, c'est pas forcément être stressé. Pour moi justement, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Et donc j'étais ravie de proposer ça, et que vous acceptiez de me rejoindre. Donc ce sera du 25 au 28 septembre de cette année.
Donc je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode où il suffit juste de vous inscrire. Et du coup, c'est du 25 au 28. Les conférences auront lieu soit le midi, soit le soir. Chaque jour, un intervenant, une thématique. L'intervenant y présente le sujet. Par exemple, si je prends au hasard la sieste, eh bien Manuel il va nous expliquer la sieste et comment réussir sa sieste, et il donnera un défi à la fin de la conférence. C'est ça, le but c'est que on le sait, hein, il y a beaucoup de conseils, je suis sûre que voilà, vous n'êtes pas resté sans rien faire, vous avez déjà vu des choses, mais le principal problème c'est le passage à l'action. Et donc voilà, pour vous aider, pour vous stimuler, on a eu l'idée de ce petit jeu où à chaque fin de conférence, il y aura un petit challenge pour voilà, vous faire une petite action. Alors encore une fois, on est carrément dans le thème aussi de Yann, hein, parce que c'est pas une action qui va vous prendre 3 heures, c'est un petit changement, mais qui répété et juste le fait de le mettre en place vous aidera vers ce chemin-là. Pour finir cet échange, j'aimerais faire un dernier tour de table. Est-ce que vous avez un conseil à donner à une personne, du coup? Habituellement, je dis à une nana, mais aujourd'hui, on va dire à une personne qui est en épuisement, donc qu'importe. Donc, tu peux être en burn-in, en burn-out, peut-être que tu le sais, peut-être que tu t'en doutes, peut-être que t'es au fond de ton lit, mais si vous avez un conseil à lui donner pour l'aider à s'en sortir. Moi, je dirais déjà d'en parler de son état, parce que quand on est dans cet état-là, on s'en rend pas compte et on est très isolé. Et rien que le fait de pouvoir en discuter et de se sentir entendu par des gens qui sont proches, rien que ça, libérer la parole, je pense que c'est un très grand pas. Parce que faut bien que ça sorte à un moment donné. Et si vous gardez tout pour vous, vous vous sentez seul et ça ne fait qu'entretenir la chose encore et encore. Donc parlez-en autour de vous et essayez de trouver des personnes qui peuvent vous entendre de façon bienveillante et qui vous comprennent et qui vous disent pas simplement va juste faire une sieste. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, ça m'a aidé, hein, c'est ce qui m'a aidé aussi à aller mieux lors de mes expériences, c'est que j'étais vraiment bien entourée par mes collègues qui comprenaient, donc je suis totalement en phase avec ce que tu dis. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est aussi d'être patient et bienveillant envers soi-même. Comme l'a dit Manuel tout à l'heure, on va pas s'en sortir du jour au lendemain. Voilà, dans une société où on veut tout de suite aller mieux, forcément, on aimerait que dès demain, ce soit suffisant, qu'il y ait une solution miracle. Mais malheureusement, non, ça prend du temps. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est de penser qu'est-ce qu'on dirait si notre meilleure amie était dans le même état que nous, et se traiter avec la même bienveillance qu'on aurait avec elle. Je veux dire, on lui dirait pas, c'est bon, t'exagères, vas-y, bouge-toi les fesses, et force-toi et vas-y. Non, c'est pas du tout ce qu'on lui dirait. Donc, pourquoi est-ce qu'on se dit la même chose? Pourquoi est-ce que nous, on accepte de souffrir ou d'avoir une situation qui ne convient pas si on dirait pas du tout ça à une amie? Ouais, je reprends aussi là-dessus, dans le sens où aussi des fois, c'est pas facile de parler quand quelque chose ne va pas à quelqu'un de proche, parce que voilà, on se braque peut-être plus facilement, donc ne pas hésiter à avoir une tierce personne qui est neutre, que ce soit un ou une professionnelle de la santé, ou enfin voilà, pas avoir honte de demander de l'aide en dehors de son cercle aussi. Enfin, c'est déjà génial si on peut parler à son cercle d'amis, mais des fois on veut pas entendre ce que les gens nous disent. Tandis que quand c'est une personne agréée entre guillemets, c'est plus facile à entendre le message, et surtout en fait ne pas avoir honte de se sentir mal. Voilà, c'est quand on a de la fièvre, on peut le mesurer à l'aide d'un thermomètre. Quand on a un bras cassé, on le voit à travers un plâtre. Quand c'est comme ça, c'est difficile de pouvoir entre guillemets l'assumer, parce que ça c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais ne pas avoir honte de se sentir mal, et surtout accepter le fait de lever le pied et ne pas s'auto-flageller parce que justement on met notre vie entre guillemets sur pause pour se reposer, enfin pour se rétablir. Et effectivement, ne pas hésiter à se reposer. On peut avoir, ça peut être contre-intuitif de dire bah non, je suis déjà débordé de travail, c'est pas maintenant qu'il faut que je me repose. Mais le repos, c'est pas une récompense qu'on doit mériter après avoir traversé les 7 cercles de l'enfer, après avoir les 12 travaux d'Hercule. C'est pas quelque chose qu'on doit mériter. On se repose quand on en a besoin, quand on estime que c'est nécessaire. Et voilà, il faut le faire en fait. On dit toujours
quand on est débordé un petit peu, on se noie. Mais c'est comme si justement on se noie, mais à aucun moment on prend le temps de remonter à la surface pour respirer. Et le repos, c'est ça, on remonte à la surface, on respire un bon coup, et puis là, hop, on peut enchaîner le travail beaucoup plus efficacement. Et on verra qu'après peut-être une journée, 2 journées, ça va pouvoir prendre un bon week-end où on pense juste à soi. Ça va nous sembler peut-être moins difficile d'affronter tout ça, puis peut-être qu'on va réaliser que effectivement oui, on a beaucoup de travail, mais il n'y a rien d'insurmontable finalement, parce qu'on aura plus d'énergie pour surmonter tout ça. Je vous remercie vraiment pour tous vos partages. Et encore une fois, on se donne rendez-vous du 25 au 29 septembre pour la semaine sereine, pour finalement apprendre et à mieux s'organiser, et à faire moins, mais en faire mieux, et surtout à prendre soin de soi, parce que si le véhicule n'est pas aux normes et fonctionnel, tu tiendras pas ta semaine quoi qu'il arrive. Donc on prend soin de soi et on prend soin de l'organisation, et je vous invite à découvrir tout ça pendant les 5 jours de conférence. Encore une fois, super, merci beaucoup pour tout, pour votre présence, et puis je vous dis à très vite. Merci à toi. À bientôt. Merci à toi, Sarah. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux partager le podcast autour de toi. On sait jamais à qui pourrait servir, l'aide qui pourrait apporter, les prises de conscience qui pourraient déclencher. Et pour échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous soit dans la Safe Place, soit sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, booste ton feeling good.